On évoquait tantôt avant la pause la reprise des cours au niveau du Bénin, reprise des cours prévue pour le 11 mai prochain. Madame. Oui, j'ajoutais que, en fait, vous avez de l'efficacité de cette reprise-là, les semaines d'avant. Je pense que le gouvernement saurait quand même, au vu des gages portés par, disons, les chefs d'établissement concernant les privés, lui donnera, tout comme ce qui se passe aussi en France, puisque la France est pratiquement dans le même schéma qu'il a adopté. Mais ici, c'est parce que le gouvernement n'est pas rassuré du dispositif, ou du moins des éléments avancés par les promoteurs d'établissements privés, qui n'a pas aujourd'hui admis à ce que ces établissements-là s'ouvrent au même titre que le public. Et au-delà de tout, je pense qu'il appartient de vouloir voir un peu l'efficacité que cela donnerait là. Il pouvait réellement aussi pouvoir aussi mobiliser, du moins c'est les moyens qu'il a su donc à mobiliser au niveau du privé, puisque c'est une question de responsabilité en réalité. Lorsque vous n'êtes pas sûr, puisque si on met à la disposition des enseignements publics, un certain nombre de dispositifs, l'État ne va pas accepter de suite que ce soit les promoteurs d'établissements privés qui puissent de leur poche pouvoir donc mettre ce dispositif à la disposition des élèves. Ce serait quand même fait deux poids, deux mesures. Or, il appartient à l'État de pouvoir donc assurer d'abord que ce soit la sécurité sanitaire, toute autre sécurité à tous les Béninois. Donc, j'estime qu'à l'avenir, il saura prendre des dispositions au vu de la disponibilité du matériel mobilisé au niveau du privé. On pourrait donc l'autoriser. Tout à l'heure, j'aimerais faire un parallèle par rapport au fait que de l'efficacité de ce que donnerait un peu le dispositif au niveau du Bénin, ça pourrait encourager d'autres pays à pouvoir emboîter le pas. Je pense que dans cette lutte-là, chaque pays a sa stratégie à lui. Nous n'allons pas, si on pense peut-être le cas du Togo, par exemple, je ne crois pas que lorsqu'on va dépasser le temps d'urgence sanitaire qui est de 3 mois donc exigé, je pense que l'État aussi a quand même un calendrier sur cette reprise-là, et il n'attend pas forcément que ce soit un pays qui montre son efficacité avant que l'État ne prenne ses dispositions. C'est tout comme le Bénin. Le Bénin a son schéma à lui. Et au vu de ce schéma-là, il a eu donc à mettre un certain nombre de dispositifs sur place qui lui permet aujourd'hui, et au vu de la virulence du moins de l'efficacité du dispositif qu'il a mis depuis lors, lui permet aujourd'hui de prendre cette décision-là. Je pense que chez nous également, il y a donc un schéma clair qui est là, et on attend de voir d'ici la fin de l'état d'urgence sanitaire, on verra les dispositions que l'État mettra en place. Je suis certain que cette disposition-là prendra nécessairement en compte la reprise des classes, qu'elle soit progressive ou pas. De toutes les façons, je sais qu'après l'état d'urgence de 3 mois, il y aura de grandes décisions qui vont être prises, et pas forcément l'efficacité que produirait le Bénin, qui puisse encourager les pays comme les nôtres à pouvoir donc rentrer dans la danse. Le débat qu'on voit aujourd'hui au niveau de la France et de beaucoup de pays européens sur l'opportunité même de rouvrir les écoles, malheureusement, il n'y a pas ce genre de débat dans nos pays. Le gouvernement décide et on s'exécute simplement. Oui, je pense que la sécurité est du domaine de l'État en général, la sécurité en général, des biens des personnes, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient physiques et autres. Et donc, c'est l'État qui a les moyens d'évaluer en fonction de ses moyens aussi, de riposte et de défense, d'évaluer les risques et de prendre des décisions qu'il faut. Et il y a des situations, tout comme au Togo avant dans l'état d'urgence, le gouvernement a demandé un vote de l'Assemblée parce que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles où, face à l'urgence, le gouvernement peut avoir à prendre des décisions. Et donc, dans ces situations-là, on ne demande pas trop l'avis du citoyen, même si on tient compte de son avis, on voit beaucoup plus l'intérêt général, on voit le pays d'abord. Mais dans nos pays, il y a certains secteurs quand même qui sont assez concertés par le comité qui gère cette crise-là. Quand on prend dans le monde économique, on a le patronat, les grandes entreprises, la chambre du commerce et tout ça qui sont en discussion permanente avec l'État. Et par exemple, au Togo, hier, il y a eu ce rapport-là au niveau de la CCIT sur l'impact du Covid, sur les activités économiques des entreprises. Donc on sent quand même qu'il y a ces échanges-là. Mais généralement, c'est l'État qui décide,
quelquefois avec les partenaires sociaux. On l'a vu aussi à l'occasion du 1er mai. Mais vous avez vu, par exemple, dans le cas de la France, c'est vrai que l'État dit on va à un déconfinement progressif et retour en classe le 11 mai. Les scientifiques sont sortis pour dire c'est une décision politique, pas scientifique. Oui, C'est-à-dire, oui. dès le départ, on a fait confiance. Moi, j'écoutais Macron qui dit c'est aux scientifiques de nous dire. Mais à la fin, finalement, le politique dit allez-y, les scientifiques disent c'est pas nous qui avons décidé ça. Oui, c'est vrai qu'en France, c'est plus ou moins, il y a plusieurs institutions. Même il y a les maires qui se sont opposés à cette décision. Donc les maires, une bonne majorité des maires en France, ont dit non, qu'ils n'étaient pas partants pour la réouverture des classes parce que après la gestion, ça dépend beaucoup plus de ces maires-là qui n'ont pas été forcément concertés avant de prendre cette décision. Mais comme je le disais, vous savez, l'État fait déjà des calculs. Actuellement, l'État se dit, si dans tel secteur, nous faisons 2, 3, 4 mois sans activité, voilà les conséquences qu'il y aura après sur la gestion du pays en général. Et ça, les individus ou les corps constitués n'ont pas ces informations-là. Donc c'est l'État qui fait les balances avec les partenaires internationaux comme le FMI, la Banque mondiale, un certain nombre d'institutions qui accompagnent les États, qui font voir demain ce qui va se passer si telle situation perdure. Et ce genre d'informations, malheureusement, les citoyens ou les groupes organisés ne les ont pas. Et donc l'État, au regard de ces informations-là, prend certaines décisions sans consulter forcément la base et sans aussi expliquer totalement les raisons pour lesquelles aujourd'hui on va dire on veut sauver l'année. Bon, ça intéresse tout le monde. Chaque parent a envie que son investissement annuel au niveau de l'enfant ne soit pas à l'eau. Donc, il se dit, bon, c'est bien qu'on reprenne. Mais derrière ces décisions aussi, il y a autre chose. Il y a d'autres exigences qui font que l'État peut être amené à prendre des décisions politiques. Et c'est ce que j'allais dire. Quand on prend au niveau du Bénin, c'est beaucoup plus une décision politique. Oui. Alors, vous avez un président là-bas qui est un homme d'affaires et qui ne s'imagine même pas la cessation des activités parce qu'il est dans la production. Il faut produire, il faut créer de la richesse. Donc, lui, par réflexe déjà, quand le risque n'est pas important, il ne comprend pas que les gens puissent rester confinés et ne pas faire des activités. Donc, déjà, avec un tel président, on n'est pas surpris que très vite, on veuille aller à la normalisation des activités dans la plupart des secteurs. Donc ça reste avant tout des décisions politiques, mais c'est important aussi qu'à des moments, le politique décide parce qu'il a plus d'informations que les autres entités, et puis surtout parce qu'il emporte la responsabilité. Si demain les choses vont mal, on ne va pas s'adresser à un scientifique, on va s'adresser au chef de l'État qui a été élu, on va s'adresser au maire qui a été élu, aux députés, pourquoi pas, donc à ces représentants-là, et donc d'où l'importance aussi de pouvoir accepter parfois ces décisions politiques-là, parce que leurs auteurs sont redevables devant la population. Mais quand on est parent dans ce contexte-là, est-ce qu'on n'est pas aussi libre de prendre ses responsabilités, de dire je ne prends pas le risque d'envoyer mes enfants à l'école dans ces conditions? Donc, ouais, c'est là où moi je dis la controverse est un peu compliquée pour la population, compte tenu du fait que c'est comme si les explications que donnaient les Français, c'est comme si l'État est d'un côté et puis le comité scientifique est de l'autre. Oui. Alors, c'est pas évident. C'est pourquoi moi je me dis des fois, c'est la coordination ou carrément. Oui, c'est-à-dire non. En fait, c'est la coordination en réalité de cette communication-là qui cause problème. Puisque le comité scientifique est composé réellement de ces gens-là, d'ailleurs même de leurs patrons, qui donc sont consultés avant de prendre de pareilles décisions. C'est pourquoi lorsque nous prenons par exemple au Togo, c'est vrai qu'il y avait une seule coordination. Et la lourdeur un peu des propositions qui venaient a contraint un peu le chef de l'État à pouvoir donc mettre en place un autre comité qui pouvait donc filtrer un peu les décisions qui venaient. Là, ça pourrait, au plus haut niveau, pouvoir être plus à l'aise de prendre des décisions qui vont avec. Des décisions les plus adaptées d'ailleurs même. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, je me dis, ça appartient aussi à nous, les médias, qui faisaient un peu, qui sémant un peu ce trouble dysanique au niveau de la tête des gens. Parce que
lorsqu'on prend par exemple un expert sur la question que nous le consultons et puis nous posons des questions, c'est pas la même chose parce que j'estime que le gouvernement français a eu quand même à consulter, ou du moins le comité scientifique, comme chez nous, lorsque nous prenons, c'est la plupart des médecins qui sont carrément dans ce comité scientifique-là, qui rapportent réellement des informations. Oui, et lorsque vous prenez dans la base même qui essaie aujourd'hui de dire qu'ils vont trop à l'extrême. Là où ça devient inquiétant, c'est quand vous avez, je le disais tantôt, le président français qui disait dès le début, nous faisons confiance à nos scientifiques, à nos experts, et à eux de nous dire ce qu'il faut faire. À la fin, vous prenez une décision et ces mêmes scientifiques disent que c'est une décision politique. Oui, ils ne sont pas forcément tous consultés parce que lorsque vous prenez les grandes décisions, je pense que ce comité scientifique-là est aussi bien organisé et sont quand même leurs patrons qui sont quand même à ce niveau de décision. Et certainement, il y aura des avis controversés, il y aura des avis des influences politiques qui peuvent dire bon. Ouais, mais je pense que sur cet aspect de la chose, surtout que nous prenons pas nos pays, je ne pense pas parce que le politique, c'est vrai, il y a des décisions politiques. Lorsque le comité scientifique est mis en jeu, il prend ses décisions, il y a quand même le politique qui puisse donc le peser parce que les gens aussi peuvent prendre des décisions à la hâte, du moins allant quand même avec leur intérêt. Et là, il appartient aux politiques de pouvoir donc jauger pour voir les décisions les plus adaptées à la population, pour ne pas contraindre la population de pouvoir à certaines décisions, disons, impopulaires, comme on l'a constaté ici avec le cas des émigrants. Et là, je pense que c'était un comité qui a pris la décision de pouvoir mettre disons, cette disposition en place, mais lorsqu'on le juge et le politique rentre en jeu, il a compris tout de suite que c'est une décision inadaptée et donc a reculé. Mais aujourd'hui, à ses agendas et aux non, il n'y a pas que ça. Voilà, c'est pourquoi je suis d'accord tout à l'heure avec. Je suis d'accord avec Germain qui disait. C'est une responsabilité politique, puisqu'il appartient aux politiques. Parce que ceux qui meurent, c'est pas le gouvernement. On est d'accord. C'est les petits gens qui meurent. Mais ça, c'est le gouvernement quand même qui endosse. Je suis plus responsable de ma vie que le gouvernement ne l'est finalement. Il y a ça, mais quand même, soyons confiants. Je pense que ce sont des décisions qui sont prises en consultant quand même tous ces aspects de la chose. Je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas naturellement être de la même opinion que les grandes décisions qui se prennent parce que nous avons quand même nos convictions au vu de certains éléments que nous jugeons dignes par rapport à ces décisions qui sont prises là. Mais ça ne veut pas dire que cela reflète en fait une décision unanime, puisque la convergence de vues aussi doit prévaloir dans ces prises de décision là. Je pense que c'est ce qui a... Ne nous voilons pas la face. On est dans des pays où on ne peut pas se targuer de maîtriser la situation, même en termes de malades. Le Bénin a 2 morts. La première dame qui était morte au Bénin, quand on a dressé son parcours, tout le monde a vu, elle a eu la maladie, elle est restée à la maison longtemps, elle est allée dans une clinique où elle a fait une dizaine de jours, donc a eu le temps de contaminer beaucoup de personnes, avant finalement d'arriver à la cellule de prise en charge, où on a détecté la maladie, elle est morte après. On a des cas qui circulent dans la nature. On va laisser les gens sortir, aller à l'école, aller au contact, ramener la maladie chez eux. Est-ce que dans 2, 3, 4 semaines, on finira pas par se dire qu'est-ce qu'on a fait? Oui, c'est un risque à courir. Mais ceux qui ont pris cette décision peut-être n'ont pas pris en compte cet aspect de la question. Ils se disent, ben voilà, il faut sauver l'année. Voilà, on ne peut pas continuer à garder cette situation telle qu'elle est, et on va aller progressivement. Et donc, ils ont vu les avantages qu'il y aurait à normaliser donc, cette reprise des cours, tout en sachant qu'il y a des risques. Maintenant, au niveau des risques, ils se réfèrent carrément au respect des mesures barrières, donc pour les mettre en place. Déjà, psychologiquement, c'est rassurant. Mais maintenant, est-ce que ces mesures barrières protègent à 100%. Maintenant, dans nos pays où il n'y a pas beaucoup de tests qui sont effectués, donc c'est sûr et certain que des centaines, voire des milliers de personnes peuvent traîner avec ce virus-là, qu'il faut le rappeler aussi, qu'on peut porter sans faire de maladie. Donc on peut transmettre cette maladie sans faire la maladie. Donc c'est assez compliqué. J'aimerais revenir quand même sur les scientifiques parce que il y a plusieurs sortes de scientifiques dans cette crise-là et qui donnent des avis parfois contradictoires. On a vu les grands débats autour des masques. La première fois, on nous expliquait que le masque, c'était pour éviter de contaminer les autres. Ça ne nous protégeait même pas. Mais aujourd'hui, le masque même nous protège. Tel qu'on le présente, c'est pas pour empêcher qu'on contamine le voisin, mais c'est que ça nous protège. Et donc tout cela
il y a eu des évolutions. Il y a même des pays dans lesquels le masque alternatif avait été interdit. Oui. Aujourd'hui, on encourage même nos couturières à aller en fabriquer, même tout en ça. France, on a fait des masques Donc, vous artisanaux. voyez que tout ça évolue selon les besoins et les enjeux du moment. Je ne pense pas que c'est forcément sur des bases purement scientifiques que toutes ces informations-là avaient été données. Et c'est le politique qui a dit dès le départ, faisons confiance à nos scientifiques. Oui, bon, de toute façon, nous sommes face à un mal qui est nouveau et qu'on ne peut que se fier à ceux-là dont le métier est de faire la recherche autour de tout cela. Et donc, ceux-là aussi ne sont pas dieux. Hein. Ils essaient de comparer. Bon, c'est déjà un virus, un coronavirus qui existe. Il y a déjà cette famille de coronavirus qui existe, qui est connue. Et sauf que le Covid-19 est un peu différent. Et donc, eux aussi, c'est progressivement qu'ils découvrent le mal et ils peuvent aussi se tromper malgré le titre de scientifique. Donc, on leur donne. Et ce qui fait que, sur des questions, même quand vous prenez le changement climatique, et quand des scientifiques disent mais le monde va vers sa perte, il y a une centaine qui, en septembre dernier, ont envoyé une grande pétition. Eux disaient qu'il n'y avait pas de danger tel qu'on le présentait. Ils ont publié une tribune donc, dans les médias en Occident pour un peu rejoindre un peu la position de Donald Trump qui n'estime pas qu'il y a vraiment un réel danger. Mais tous sont des scientifiques. Et c'est des scientifiques devenus de plusieurs pays qui ont publié cette tribune-là pour dire que c'est pas aussi inquiétant qu'on le pense. Et pendant tous les jours, les scientifiques nous crient, ils disent mais voilà, le monde va vers sa perte et tout ça, si on ne fait pas ça. Donc là aussi, finalement, le citoyen a besoin d'être fixé. Et peut-être c'est dans cette situation que se trouve l'homme politique qui peut-être par moment ne se plie pas entièrement sous les recommandations du scientifique. Il est amené à prendre des décisions parce que toute décision a un impact sur la vie publique, a un coût. Hein, le coût peut être financier, il peut être humain, il peut être de tout ordre. Et donc, à partir de ce moment-là, avec les informations qu'il a, le politique, il prend une décision qu'il peut appliquer sans avoir à trop s'expliquer, sans avoir aussi à trop subir les critiques de la population. Second sujet, rapidement, le Nigeria. On va parler de ces dizaines de décès non expliqués dans un autre état du nord du pays. Les autorités de l'état de Jigawa, c'est dans le nord du Nigeria, ont annoncé mercredi enquêter sur la mort de dizaines de personnes survenues dans cette région très pauvre, quelques jours après que l'État voisin de Kano a attribué au coronavirus plusieurs dizaines de morts mystérieuses. Finalement, c'est une centaine de personnes qui sont mortes ces 4 derniers jours. La plupart des victimes étaient des hommes âgés entre 60 et 80 ans. C'est ce qu'explique un résident du district d'Adejia, dont un membre de la famille est décédé. La majorité d'entre elles sont mortes ces 4 derniers jours à leur domicile et seulement 13 des personnes malades ont été admises à l'hôpital. Et lorsqu'elles sont arrivées à l'hôpital, elles présentaient de fortes fièvres. Ça s'apparente un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans nos pays, on n'a pas une réelle lecture de la situation de la maladie. Tout à fait. Et surtout, je pense que la situation telle que présentée, d'ailleurs même, c'est que l'auteur de l'article ne voulait pas de suite donc dire que c'était du coronavirus. Oui. Mais lorsque vous présentez un peu tous ces aspects-là, je pense que tout rime à pouvoir croire que c'est du coronavirus. Mais lorsque nous prenons d'abord nos frontières entre États qui sont entièrement poreuses, et lorsqu'on prend les États entre eux, pendant le Nigeria, ce sont des États, on a confiné un certain nombre d'États, on ne peut pas être rassuré à 100% qu'il y ait quand même un contrôle assez efficace des frontières entre un État à l'autre. Donc, lorsqu'on dit carrément qu'il y a eu un État voisin de ces États-là, c'est vrai qu'au niveau du Nigeria, il y a un autre aspect qui fait donc tuer des gens à tout moment, qu'on peut donc comparer donc le terrorisme qui est toujours aussi d'actualité. Parce que mais cela le terrorisme ne donne pas de fièvre. Non, on est d'accord, parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, je pense que le coronavirus n'est pas venu abréger carrément les autres symptômes que nous n'avions pas le passé. Mais il y a qui continue, c'est vrai qu'on en parle très peu, mais il continue pas à résister. Mais je pense que lorsque nous prenons surtout l'État du Nigeria, qui n'a pas eu quand même à faire énormément
de tests concernant le coronavirus, compte tenu d'abord de la dimension d'abord et puis la surpopulation de cette population-là. On fait qu'aujourd'hui, on peut orienter les solutions sur le coronavirus lorsqu'on constate surtout qu'il y a eu donc une dizaine de morts en un seul moment, parce que lorsqu'on consulte l'espace de 4 jours, on peut donc constater il y a de quoi quand même, surtout lorsqu'on prend aussi l'intervalle d'âge, parce qu'on a dit pour la plupart du temps ce sont les personnes les plus âgées qui sont la plupart du temps affectées, et je pense que tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse réellement parler de coronavirus, sauf que lorsque on prend cet aspect de la chose en comparaison avec un autre État dont j'ignore un peu le nom, qui a fait carrément des tests sur des morts et a constaté que ces gens-là portaient réellement du coronavirus sans que les médecins ou bien la population ne s'y rendent compte. Donc ça voudrait dire quelque part, cela pose aujourd'hui le problème du fait que les effectifs des décès que nos États nous présentent aujourd'hui, ils sont des décès, c'est vrai qu'on oublie souvent d'ajouter que ce sont des décès issus des prélèvements qui sont testés. Donc, ce sont de la comptabilité venant dans des structures sanitaires. Mais au-delà de tout, est-ce qu'on peut être rassuré à 100% aujourd'hui que tous les décès que nous avions, surtout concernant le coronavirus, s'il n'y a pas d'autres décès et qui peuvent donc émaner donc d'autres structures qui ne relèvent pas forcément des structures mises en place pour endiguer un peu le coronavirus. Surtout lorsque nous prenons, surtout, je le disais, le gouvernement n'a pas pris le temps surtout d'évaluer un peu l'impact des flux migratoires, surtout la jeunesse. Surtout, par exemple, lorsqu'on prend par nos États, vous prenez surtout les plateaux, surtout lorsqu'on constate un peu les cas au niveau de Djarkmanga, ce sont des populations aussi qui migrent la plupart du temps, nous prenons par le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Et ces États-là, surtout que c'est pas comme chez nous, où l'État est arrivé quand même à circonscrire le mal, on peut le dire ainsi, parce que l'État a mis des moyens et puis le processus d'endiguement qui marche aussi bien. Et de l'autre côté, lorsqu'on n'a pas réellement donc l'effectif de ces gens-là qui sortent et reviennent, parce que les frontières étant ce qu'elle est, parce que lorsque vous prenez par la zone d'Akposso à Kébou, où carrément l'État n'a pas forcément mis les forces de l'ordre et de sécurité à tout point de vue pour pouvoir donc maîtriser ces flux-là qui entrent. Or, c'est le moment où ces gens-là reviennent. Ils reviennent et puis ils investissent, ils repartent encore. Donc, j'estime qu'il y a de fortes risques de pouvoir donc continuer par scruter, surtout mettre les dispositifs en place pour pouvoir plus ou moins contenir. Si on avait réellement l'effectif de ces gens-là qui sortaient, je pense que le problème n'allait pas se poser. Bon, on en est là. Donc. Alors, on est dans deux États ici. Il y a une centaine de morts. On n'est même pas très sûr du chiffre. Ce qu'on sait, c'est que c'est plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes, âgées entre 60 et 80 ans. Ceux qui sont arrivés à l'hôpital présentaient de fortes fièvres. Et on s'interroge toujours. Oui, on s'interroge, surtout que dans ces hôpitaux-là, parce que c'est dans des zones assez pauvres, et il n'y a pas de dispositif pour faire les tests dans ces hôpitaux. Donc, on ne peut que constater la fièvre, qui est l'un des signes du corona. Maintenant, quand on prend l'âge de ceux qui sont décédés, c'est généralement l'âge des personnes qui sont le plus exposés, donc qui risquent le plus de mourir de cette maladie-là. On a vu un peu en Angleterre, en France et ailleurs, donc comment le corona fait des ravages dans les couches des personnes âgées. Et donc on peut se dire a priori que c'est le corona, mais officiellement le pays déclare environ 3000 cas de contamination pour une centaine de morts. Et voilà que 2 villes mitoyennes ont successivement enregistré des centaines de morts. Il y a l'état de Kano aussi qui avait enregistré il y a quelques jours des centaines de morts. Et eux, ils sont catégoriques, la plupart c'est du coronavirus. Voilà, maintenant, est-ce que l'État nigérian est prêt à assumer, à dire que ces personnes-là sont mortes du corona? Là aussi, quand on connaît un peu ce gouvernement du Nigeria qui à l'époque d'Ebola, on avait déclaré des cas d'Ebola au Nigeria avec l'OMS, et quelques jours après, l'OMS était obligé de revenir démentir ces cas-là. Alors, est-ce que c'est un pays qui a envie de communiquer toujours sur les chiffres en ce genre de situation? Je doute un peu, mais toujours est-il que sur le plan sanitaire, il n'y a pas de dispositif dans ces zones-là pour savoir assez clairement de quoi il est question. Donc aujourd'hui, on peut soupçonner des cas de coronavirus dans ces cas-là, et
Et on attend maintenant la réaction du gouvernement parce que on ne devrait pas banaliser cette situation. Ce sont des centaines de personnes qui sont pour la plupart restées en famille, sont mortes en famille. Seuls 13 sont allés à l'hôpital. Alors si ce n'est que la fièvre qui les a emportés, bon Dieu merci. Mais si c'est autre chose, ça veut dire que pendant qu'elles sont à la maison, si elles n'ont pas pu être mises en quarantaine quelque part, ça veut dire que les parents ont dû s'occuper d'eux normalement, comme s'ils souffraient d'une fièvre, et que les risques de contamination dans ce cas-là risquent d'être très élevés. Donc je pense que les autorités nigérianes devraient courir dans ces zones-là et amener le dispositif de test, comme on a fait ici à Sokodé, et dans le village à Sokodé où des cas avaient été découverts et tous les villages avaient été confinés. Donc je pense qu'il faut faire la même chose au Nigeria, aller sur le terrain dans ces deux zones-là et puis essayer de circonscrire le mal si mal il y a. On a l'impression que les autorités nigérianes ne prennent pas le mal dans toute son ampleur, parce que moi, à un moment donné, j'ai commencé par regarder un peu le nombre de tests effectués. J'avoue que le Togo avait même fait plus de tests que le Nigeria. Oui, mais là encore, parce que là vous parlez du chiffre dru, mais s'il faut comparer cela avec des proportions de la population qu'ils ont, ils sont loin encore. Mais ce qui m'intrigue dans tout cela, je pense que le Covid, comme le disait tantôt Germain, qu'il faudrait donc mettre le dispositif de test en place. D'abord, le Covid, pour le tester, je pense que c'est deux tests normalement. Je pense que les tests symptomatiques qui révèlent réellement que vous avez une forte fièvre, etc., lorsque les médecins arrivent quand même à déceler ce genre d'aspect sur des patients, automatiquement, le regard est orienté vers... La fièvre vous-même, vous pouvez sentir, vous avez le corps chaud, votre Oui, température et d'autres choses, d'autres éléments qui rentrent en compte. De tête, tout à fait. Gorge, la toux, surtout. Puisque cela participe également aux tests, les tests préliminaires qui orientent un peu le regard. Il me semble, on met un truc dans le nez ou dans la gorge. Oui, tout à fait. Il se peut... Oui, il se peut qu'ils ne disposent pas encore, étant donné que ce sont des localités un peu locales. L'un des pays les plus riches d'Afrique, apparemment. Non, mais les localités économiques du voilà, qui contient aussi des disparités. Et c'est le pays qui regorge les plus grands pauvres également. Ça aussi, ne le perdons pas de vue. Donc, je dis, en fait, lorsqu'il doit avoir les deux tests, et je pense que le premier test qui révèle réellement qu'il y a des fortes fièvres, etc., les maux de tête, etc., donc le regard est orienté vers le Covid. Normalement, il ne devait pas avoir de doutes ou de critiques à faire sur ces aspects de la chose. Et maintenant, ces gens-là doivent réellement, comme vous l'avez dit, si réellement l'État du Nigeria mettait réellement le dispositif en place, comme c'était le cas chez nous ici, on pouvait réellement orienter ces gens-là vers des centres qui ont des dispositifs de tests au niveau du coronavirus. Mais on voit que c'est des gens qui possèdent ce cas-là, qui sont là. Et d'abord, les personnels soignants qui ne sont pas suffisamment protégés, eux-mêmes d'abord sont contaminés à leur tour. S'il advenait réellement, puisqu'il n'y a pas de doute à se faire. Parce que lorsque vous voyez un État voisin et les frontières, comme on le disait tantôt, n'étant pas assez protégées, donc on a toujours ce regard à tourner vers le corona. Donc ça fait que vous voyez déjà la masse qui est contaminée. Partons pour la grande pause et on revient après le journal.